Je vous remercie, mais vous êtes tous conscients qu'on a entendu beaucoup de choses et que je ne suis pas sûre que mes capacités cognitives me permettent de rendre compte de tout, mais je vais essayer en tout cas de tirer quelques axes et quelques éléments, si vous voulez, qui vont nous permettre de continuer. C'est comme vous l'avez entendu, c'était donc une rencontre après d'autres que l'INSERM organise avec les associations et qu'on a donc cette année co-organisée avec les académies des sciences et de médecine. Je les en remercie encore. Et je pense sincèrement, pour répondre aussi de façon positive à ce que vous avez évoqué comme question tout à l'heure, que les contenus ont été encore plus approfondis et plus riches. Par rapport aux deux autres réunions qu'on a évoquées ce matin en 2010 et en 2013, dont j'étais aussi en charge et en responsabilité avec la mission INSERM Association. Donc c'est aussi un signe encourageant. Je pense que là, vous êtes restés tard, vous êtes arrivés un samedi froid et pas très agréable de décembre, mais vous êtes là, vous avez beaucoup discuté. Donc je vous en remercie tous parce que je pense que c'est important. Alors, pour tirer quelques lignes qui sont aussi des lignes de conclusion pour nous tous, j'essaierai de faire un petit papier peut-être un petit peu plus complet, mais c'est aussi des lignes d'axe et de conclusion pour continuer le travail au Gramme et à la mission, parce qu'on n'a pas l'intention de baisser les bras, surtout après vous avoir tous entendus. Je crois que ça ouvre beaucoup de pistes. Donc je vais aller un peu vite, je ne vais pas vous faire... et je vais oublier des choses, mais du coup, en principe, j'ai pris quand même beaucoup de notes que je ne peux pas... Là, j'ai 8 pages de notes, donc je ne vais pas vous... Mais je vais essayer de synthétiser un petit peu et je vous demande votre indulgence. Donc par son titre, Partage des savoirs et perspectives de recherche, en fait l'organisation de cette journée postulait non seulement que les personnes souffrant de différentes affections et leurs associations étaient bien maintenant devenues, pour en tout cas une grande majorité de nos concitoyens et de nos institutions de recherche, alors il reste toujours bien sûr une marge et qu'il faut encore réduire, mais sont des acteurs considérés comme légitimes, incontournables et féconds pour et dans le processus de la recherche, et pour constater qu'ils sont à ce titre, et on en a eu beaucoup d'exemples aujourd'hui, non seulement impliqués dans le processus, mais très en amont même des promoteurs, des investigateurs incontournables dans l'élaboration des priorités de recherche et de dire ce qui est important de chercher. Bien sûr, ça n'enlève pas la liberté de choix et je crois qu'on ne peut pas opposer ça. L'étude Kernet était un premier pas en ce sens, de dire que ça ne va pas venir rogner la liberté des chercheurs, mais ça permet aux chercheurs d'allier, vous avez utilisé le mot alliance tout à l'heure, le mot allier, mais aussi de considérer simultanément et si possible, disons de façon imbriquée, ce qui est de l'ordre des avancées nécessaires de la science, qu'il faut laisser progresser bien sûr, mais disons d'y adjoindre chaque fois que c'est possible les attentes et les priorités des personnes qui vivent avec la maladie. On l'a bien entendu et dit plusieurs fois, de toute façon les points de vue ne sont pas nécessairement les mêmes, en même temps il ne faut pas nécessairement les opposer. Ce qui se passait avant et qu'on est en train de casser ensemble, c'est qu'avant il y avait un point de vue prioritaire et un point de vue très peu audible. On n'y pensait même pas, ou de toute façon on n'avait pas le temps, on avait toute une série de bonnes raisons. Ce qu'on a bien vu aujourd'hui et ce qui se fait quand même, et ce qui était aussi dans l'esprit, disons, de promouvoir les recherches participatives, collaboratives, communautaires, là aussi on a pléthore de mots, mais derrière on voit bien il vaut mieux avoir trop de mots et trop d'envie de faire que pas de mots comme on avait avant, et finalement une espèce de surdité à cette prise de parole. Et d'ailleurs ce mot de prise de parole des patients dans le monde de la recherche, il ne faut pas négliger, on l'a dit à un moment mais pas de façon aussi claire, il s'est accompagné aussi donc d'une prise de parole des patients dans le processus de soins et que les deux vont ensemble. Donc ça je pense que c'est important et on voit bien comment on est passé de l'un à l'autre dans un certain nombre des tables rondes de façon naturelle comme si tout cela allait de soi. Et je pense qu'il y a 7 ans, 10 ans, on n'aurait pas pensé ça. Et même si effectivement disons, tout à fait reconnaître, et je crois que personne ne le nie bien sûr, ce qui s'est passé dans le monde de la recherche ou dans le monde des maladies rares, qui ont été un peu pionniers par rapport à ça, mais disons que cette évidence, elle pouvait aussi être un peu limitée à des pathologies très particulières, le sida, la médecine ne connaissait pas grand-chose quand elle a fait éruption. Les maladies rares, on les oubliait parce qu'il y en avait trop, parce que c'était pas assez de patients. Donc, en fait, on justifiait aussi d'une certaine façon pourquoi c'était pas la peine d'entendre ou pourquoi c'était pas la peine finalement de prendre en compte
ces besoins, ces attentes des personnes qui vivaient avec ces maladies. Et c'est effectivement ça qui a créé une rupture. Mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, et on l'entend et vous nous l'avez rappelé tous, même une pathologie qui n'a que 3 patients en France, personne ne dira que c'est illégitime qu'il y ait une association qui soit créée, qu'elle ait envie d'insuffler de la recherche et que des chercheurs s'y intéressent en collaboration. Et ça, je pense que c'est assez nouveau parce que cette légitimité, elle est acquise et elle est acquise avec, je dirais, des fondements historiques, on en a beaucoup rappelé aujourd'hui, mais disons avec aussi ce processus de déplacement, d'association vers d'autres, et tout ce qui se passe et qui est fait par certaines d'entre elles sert de modèle à d'autres, et du coup qui ont un terrain un peu déchiffré, qu'ils continuent, je dirais, à labourer. Le mot n'est pas très joli, mais on a fait de la science participative avec l'INRA ce matin, donc c'est celui qui me vient. Voilà, donc je pense que c'est important. Ce qui a été dit aussi dans les premiers groupes des 3 présentations, qu'on avait appelé état des lieux, c'est quand même des sciences participatives. Et je pense que ça a été dit plusieurs fois, et je crois qu'on l'a vu après dans toutes les autres tables rondes, c'est en fait la puissance, disons, d'observation, de recueil de nouvelles données et de génération de nouvelles hypothèses couvre en fait le fait de pouvoir échanger, discuter, collaborer, parler avec les associations. Et je pense que cette notion même de puissance de l'observation, de l'analyse et finalement de l'élaboration conceptuelle, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il n'y aurait que quelques esprits chagrins, disons, pour considérer que ce n'est pas productif et qu'au contraire, il ne faut pas s'en emparer. Et de toute façon, vous l'avez tous dit, c'est le monde aussi d'une accumulation de données sur Internet avec nos objets connectés. Donc voilà. C'est bien ça qu'aujourd'hui, la recherche française, comme d'ailleurs la recherche mondiale, ne peut pas se détourner de ça. Et ça aussi, ça crée un contexte tout à fait important, je crois. Et c'est aussi, bien entendu, ça va avec, disons, une puissance d'observation, merci beaucoup, mais une puissance d'analyse, finalement, de l'ensemble des interactions sans société qui sont en jeu par rapport à ça. On a donc replacé dans la première partie, finalement, le rôle significatif de ces associations pour montrer comment finalement elles ouvrent des champs de recherche. Jean-Louis Mandel nous a raconté comment sa propre carrière de chercheur dans son laboratoire a ouvert une piste de recherche de plus de 30 ans, si j'ai bien entendu, parce que simplement des membres d'une association étaient venus le voir sur un problème génétique particulier. Je peux témoigner de la même chose dans mon propre laboratoire. On a travaillé pendant plus de 30 ans aussi sur une piste qui était venue, je dirais, apportée sur un plateau d'argent d'une certaine façon, apportée par 4 ou 5 membres d'une association. Et en fait, on a essayé comme ça, on est parti sur simplement une petite chose. Et 30 ans après, il y a encore des chercheurs dans le laboratoire. Excusez-moi, mais je trouve qu'il fait très chaud, effectivement, dans cette salle. Donc, je pense que c'est important. La table ronde de la fin de la matinée nous a proposé alors de réfléchir autour d'expériences concrètes de recherche. Et ça aussi, je pense que c'est important. On avait un premier point de vue qui était une ouverture un peu théorique. On a vu vraiment des éléments, comment ça se passait autour de la maladie alcoolique, autour de la mucoviscidose. Je vous avais plusieurs fois repris après... Paola de Carli, l'idée qu'il faut impulser, il faut pousser, enfin, et que de toute façon, oui, quelque part, elle nous a vraiment, je pense, convaincus que c'était une fonction des associations. Quand elles pouvaient le faire, il fallait le faire. Alors après, effectivement, on a ouvert aussi un petit peu de réserve. Ça veut dire qu'il faut quand même évaluer. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. Mais en même temps, je pense que c'était quand même très convaincant de dire, oui, ben, quand on peut y aller, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à ouvrir la porte des laboratoires, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on avance. Mais quand on avance, effectivement, on a vu aussi dans cette table ronde qu'il ne fallait pas avancer n'importe comment, et on l'a revu avec Pierre-Benoît Joly, mais d'autres aussi. On a beaucoup parlé il faut inventer cette méthodologie, il faut apprendre les compétences qui est propre à cette recherche collaborative. Il y a des pays qui sont plus avancés que le nôtre. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire nous aussi. On peut apprendre, mais il faut le faire. D'ailleurs, un certain nombre d'équipes le font, un certain nombre d'associations savent le faire, même sans chercheurs parfois. Mais on voit que justement, pour cette puissance d'observation et de travail, c'est dans le rassemblement qu'on sera plus fort. Donc on voit ça, avec bien entendu, il ne faut pas de naïveté, ne pas oublier qu'effectivement, il y a des aspects très positifs, cette pertinence sociale finalement qu'on demande aussi aux travaux de recherche.
mais en même temps ne pas minimiser les difficultés et se donner les moyens et les outils pour garantir le fait que de toute façon, et ce serait quand même un comble, que la recherche collaborative soit moins éthique qu'une recherche strictement faite par des scientifiques. Au contraire, elle doit l'être plus, donc on voit bien qu'il faut absolument qu'on réfléchisse et qu'on élabore finalement ensemble des façons de faire ensemble qui soient méthodologiquement irréprochables. Alors, après l'après-midi, dans la première table ronde de l'après-midi, il s'est agi de mieux comprendre comment on pouvait reconnaître et utiliser cette expertise du patient et de son entourage, avec donc un grand débat sémantique, vous l'avez entendu comme moi bien sûr, autour de tous ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expertise, je crois qu'on était assez consensuel. Patient, expert, c'est plus compliqué. Ce qui m'a, moi, frappé, parce que je n'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est de mettre en parallèle ce qui s'est dit après dans la table ronde et ce que Bruno Falissard a ouvert. C'est-à-dire qu'on a vu, il nous a montré de façon assez convaincante que effectivement dans le monde de la médecine, et quand un médecin avait une personne en face de lui, il avait un patient, un malade. Après on peut aussi discuter sur ces mots, mais je ne voudrais pas le faire ici. Je pense que ça a été déjà fait dans plein d'autres instances. Il nous a montré qu'en fait il voyait 3 ou 4 patients différents, un patient biologique, un patient, un organe, enfin. Donc là on a un seul mot, mais d'après lui, le problème de la médecine, c'était quand même qu'il y avait justement qu'on y voyait plusieurs patients différents et que du coup, il y avait des insatisfactions, il y avait des manques, des trous. Je pense que l'approche associative après nous a montré exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait une multitude de mots et je pense qu'il faut y réfléchir, mais c'est assez intéressant, c'était des mots qui avaient été inventés, je dirais, un peu dans l'urgence parce qu'il y avait besoin de faire remonter des nouveaux rôles, des rôles sociaux, justement, d'experts, de formateurs, enfin, de ressources. On l'a bien entendu, je vais pas, et on l'a beaucoup débattu, donc je ne vais pas le reprendre, pour, en fait, des choses qui étaient peut-être semblables, peut-être pas, mais qui étaient nées de contingences, parce que, en fait, chacun le faisait un peu dans son coin, et qu'on est maintenant face à ce constat, dans le moment, et je pense qu'on a les outils intellectuels, et aussi les outils de dialogue, et cette journée le montre, pour essayer, disons, de réfléchir un petit peu, est-ce que ces rôles, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qui n'est pas de commun, lesquels on attend et pour qui, et du coup, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver un mot juste pour les vraies fonctions sociales de représentation, d'aide, d'accompagnement, de père aidant. Elles sont toutes justifiées. Est-ce qu'il y a des choses en commun ou pas? Là, il y a un travail à faire, qui est sans doute un travail pour des chercheurs de sciences sociales, mais pas nécessairement, puisque derrière, on l'a vu, il y avait tout un débat aussi en disant mais ces nouveaux rôles de patients, ils sont inclus dans les équipes médicales. Quel est leur statut, dans quelle mesure, et c'est happé ou pas par le monde médical. Et là, il y a un axe de réflexion qu'il faut absolument, qui s'ouvre et qu'il ne faut absolument pas refermer trop vite, parce que je pense qu'il est essentiel. Il est essentiel non seulement pour comprendre, mais il est essentiel politiquement et socialement pour mettre en avant effectivement ces nouvelles fonctions et avec les qualités de reconnaissance des personnes qui vont que ce soit pour les associations, mais aussi d'ailleurs pour les professionnels du soin ou de la recherche, qui sont dans l'interface avec ces rôles-là, de façon à ce que leurs tâches, ces fonctions-là, soient reconnues socialement, identifiées et sans doute mieux promues, disons, peut-être par nos instances, et politiques et scientifiques, et éventuellement, on vous la voit d'ailleurs à d'autres associations qui peut-être n'ont pas encore osé s'y lancer. Enfin, la dernière table ronde est venue confirmer qu'elle a pu être dans un passé récent et ce que peut continuer à être le rôle essentiel des associations de patients dans l'élaboration et la conduite de politiques de la recherche, mais aussi l'élaboration de plans ou comment elles ont été peut-être parfois oubliées dans certains plans. Enfin, je pense que là aussi, il ne faut pas avoir une vision tout à fait béate. Parfois, ils sont bien au centre, d'autres fois, on les rattrape un petit peu, je dirais, à la périphérie. Mais je pense que tout ce qu'on a vu dans la journée montre que de toute façon, c'est quand même dans l'ordre du partage de ces savoirs, de ces expériences, que finalement, ces plans risquent, disons, d'être socialement et politiquement bien soutenus, parce qu'on a vu, vous avez donné un certain nombre d'exemples, François les a rappelés, quand des associations, Madeleine Acriche aussi, quand des associations ont demandé la reconnaissance de médicaments pédiatriques, ça a marché. Donc, il ne faut pas minimiser, les exemples du sida le montrent aussi, quand il y a une véritable mobilisation, qu'elle est bien argumentée et qu'elle a effectivement, elle utilise, disons, les moyens de se faire connaître, elle peut fonctionner. Donc, je crois que cet outil, il est là.
Et en plus, on peut le mener de façon conjointe, donc je pense que c'est important. C'est important dans tous ces... Alors, si vous voulez, je crois quand même que ce qu'on doit dire aussi, parce qu'il y a eu une petite évocation de ça, c'est que c'est pas non plus à nous, instances de recherche, ni même aux instances associatives, disons, de dire aussi aux gens ce qu'ils doivent faire. On a parlé éventuellement de l'avortement dans certaines situations médicales. Je pense que là, la question du choix, elle est absolument essentielle. Il faut ce qui est la possibilité la plus importante, c'est qu'ensemble, conjointement, personnel soignant, chercheurs et membres associatifs, et puis n'importe quel citoyen, parce que c'est aussi de leur responsabilité, se battent pour que, quoi qu'il arrive, ça va être vrai pour l'utilisation du plan génomique, c'est que chacun soit préservé dans ses droits de choisir ce qu'il veut et qu'il soit accompagné en fait par une information lisible et claire. Et ce qu'on a vu tout au long de cette journée, et je vais bientôt m'arrêter là, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, c'est aussi parce qu'on pense collectivement ensemble, alors que ça soit pour l'expertise des patients au sein des associations, mais aussi de façon plus sociale, qu'on pense collectivement entre chercheurs, soignants et patients et leurs associations, qu'on sera globalement, je dirais, plus intelligent, plus pertinent, plus efficace, et on revient finalement au mot que j'avais mis au début. En fait, on augmente notre puissance d'efficacité, de qualité et d'analyse. Donc c'est sur ce mot que je voudrais juste vous laisser, parce que je pense que c'est ça qui est en jeu dans ces journées. Je voudrais juste, si vous me laissez quelques secondes pour finir, saluer quand même toute l'équipe de la mission Association Recherche et Société de l'INSERM, qui s'est vraiment mobilisée sans compter pour la réussite de cette journée. Et je pense que c'est important, donc sous la responsabilité de Bernadette Bréant. Donc je cite juste, pour ne pas prendre trop de temps, les prénoms de chacun. Donc merci à Samia, à François, à Marie-Ange, à Flavie, à Bertrand Alpas, et sans oublier quelques membres du département d'information scientifique et de la communication de l'INSERM, comme Jérôme qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je veux bien sûr redire une fois de plus et remercier pour leur accueil donc les académies des sciences et de médecine, pour avoir aussi longuement discuté avec nous de l'organisation de ce programme. Donc, à la fin de cette journée écoulée, je pense que finalement, je vais me faire une satisfaite, on l'a relativement réussi, parce que je trouve quand même que cette alternance entre des visions des académiciens et la parole des chercheurs était quand même quelque chose de rare, et que je pense qu'on en a vraiment profité, parce que chacun a eu une parole extrêmement ouverte et une parole franche, et ça je crois que c'est absolument important. Donc je remercie donc, pour les académies donc Pierre Salzi qui nous a beaucoup accompagnés aussi, et je voulais vous remercier vous tous pour nous avoir donné, je dirais, votre journée du samedi et avoir participé de façon très très efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel Couturier, la parole est à vous, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine. Merci, monsieur. Après cette magnifique conclusion à synthèse, je n'aurai pas la prétention de reprendre les propos, mais simplement de faire quelques remarques. Il y a quelques décennies, j'avais entreaperçu l'importance de prendre en considération les remarques, les réflexions, les suggestions des usagers et des patients. J'étais hépatogastro-entérologue et j'avais pu apprécier l'arrivée dans le paysage de ma pratique l'association François Aupetit et aussi l'association Hémochromatose France qui s'occupait déjà de cette maladie particulièrement fréquente. On était loin de prévoir la nécessité de considérer le patient comme un partenaire qui allait, avec les chercheurs et les soignants, apporter une contribution dont on ne peut plus se passer. En 2015, l'Académie de médecine consacrait une de ses séances à la démocratie sanitaire et à la place que désormais il fallait accorder aux associations de patients. Mes confrères de l'Académie ont pu prendre conscience du rôle des chercheurs et de l'industrie du médicament qui devait être accordé désormais à la vie des patients et à la prise en considération qu'il faut désormais leur accorder dans la recherche en santé. En même temps apparaissaient
les nouveaux concepts d'éducation thérapeutique, d'éducation pour la santé, en prise directe avec le public. Vous comprendrez que la proposition qui nous a été faite d'associer l'Académie de médecine à la démarche entreprise par l'INSERM depuis plusieurs années, de tenir régulièrement une rencontre recherche et association, a reçu un accueil enthousiaste par mes confrères. Ils auront apprécié l'exemple de l'astronomie et de l'écologie environnementale où la recherche participative a été exemplaire, qu'elle s'est étroitement intégrée au progrès de la connaissance. Ils auront été convaincus de l'intérêt d'approfondir les réflexions sur la façon de procéder pour contenir le meilleur profit des remarques, des suggestions des patients dans le choix des thèmes, dans l'élaboration des protocoles de recherche. Les exemples ont été nombreux: l'addiction à l'alcool, les maladies inflammatoires, articulaires, intestinales, le syndrome d'immunodéficience acquise, les maladies rares. Et puis il y a eu aussi cet exemple des cohortes, dispositif essentiel pour apporter des informations et où les associations de malades jouent un rôle capital. Enfin, on a eu cette très intéressante discussion à propos du patient expert, le patient expert, expression évidemment très audacieuse et qui a été largement discutée, et c'est un intérêt considérable. Au terme de cette journée, on pourrait s'étonner qu'on s'engage résolument vers une collaboration confiance entre les chercheurs et la société civile, alors qu'en même temps, des courants d'opinion mettant en doute les acquis scientifiques les plus solides et se développent dangereusement dans notre société. Il y a là une situation paradoxale. Il faut ardemment souhaiter que la perspective qui se dégage de cette journée l'emporte sur ces considérations défaitistes. Cette journée fut passionnante. Je remercie chaleureusement tous les présentateurs et tous les intervenants. Je vous remercie. Donc il me reste à conclure cette réunion. C'est une réunion qui est issue de l'initiative de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Elle a été faite en partenariat avec l'Académie nationale de médecine et notre Académie des sciences. On est très content de vous avoir tous accueillis ici. J'aimerais remercier tous les organisateurs et puis les intervenants qui à chaque fois ont à la fois très bien présenté ces tables rondes et puis les participants à ces tables rondes. La journée était très riche et éclairante. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'est pas dans le domaine des sciences de la vie. Je suis vraiment extérieur et je peux dire que j'ai suivi pratiquement tout ce que vous avez dit. Donc, vous n'avez pas jargonné, vous avez vraiment, vous êtes très bien exprimé. Félicitations. Alors, quel est le message à emporter de tout ça? Le message à emporter, celui que vous prendrez à la maison. Take home message. Voilà ce que je tire. La recherche participative établit le lien entre l'expertise expérientielle et la connaissance, dans les deux sens. Elle nécessite désormais une montée en compétences des acteurs. Mais les priorités des chercheurs ne sont pas toujours celles des patients. Et collaborer avec l'usager ne s'improvise pas. Alors, c'est le penser ensemble qu'on cherche à promouvoir ici. Il y a aussi, bien sûr, des aspects éthiques, des risques d'instrumentalisation, mais aussi un extraordinaire potentiel de progrès et un laboratoire de rencontre entre la science et la société. Et donc, beaucoup de pistes de travail. Et donc, finalement, cette séance d'aujourd'hui est l'exemple même de la nécessité du dialogue. Et nous n'avons pas perdu notre temps et notre samedi à s'écouter mutuellement ici. Et donc, avant de lever cette séance, je vous souhaite une bonne fin de week-end et vous invite à revenir bientôt à l'Académie des sciences, qui est ouverte à tous, mais vous devez vous inscrire. Voilà. Merci. Très bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir.